permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue au nom de cette honorable assistance à M. Issa Drabrab, président du groupe Cévital, à Annaba. Nous avons inauguré ce cycle de conférences du samedi par la conférence du professeur Belkacem Nasser Azdin, directeur général de la planification territoriale auprès du ministère des Statistiques et de la Prospective. C'est que notre encadrement pédagogique, scientifique et administratif a jugé utile de s'ouvrir sur l'environnement économique. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que les aspects théoriques, les aspects académiques, et plus précisément les doctrines économiques, ne correspondaient à la réalité que très peu. Elles sont utiles pour enrichir la réflexion, mais elles perdent de leur pertinence dès qu'elles sont confrontées à la réalité. Et à cet effet, nous avons l'honneur aujourd'hui et le plaisir de recevoir une personnalité d'obédience internationale. D'obédience internationale parce que M. Issa Drabrab, il est membre du conseil consultatif de HEC Montréal. Il est non seulement connu par l'importance du groupe qu'il dirige, Cévital, en donnant 3 chiffres macroéconomiques, Cévital, deuxième entreprise par son chiffre d'affaires après Sonatrach. Cévital, deuxième contributeur au budget de l'État. Moi j'ai cru que c'était troisième, hier il m'avait dit que c'était deuxième contributeur au budget de l'État. Cévital, premier exportateur hors hydrocarbures. Et comme vous le savez mieux que moi, que les exportations hydrocarbures en Algérie n'ont jamais dépassé 2 milliards de dollars. Donc, comme il est non seulement connu par l'importance du groupe, mais aussi par ses qualités d'entrepreneur chimpétérien, qui sait saisir les opportunités que lui offre le présent en inventant l'avenir. Il anticipe en innovant et en changeant les règles du jeu. Parce que l'innovation au niveau de l'entreprise, elle est non seulement un argument à la concurrence, et aussi à la compétitivité. Mot très cher à M. Issa Drabrab. Si vous permettez, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse pour mes élèves. On a traité, et prendre une petite hauteur théorique, on a traité durant le premier semestre, parce que c'est des étudiants de deuxième année, on a traité différents courants économiques, du mercantilisme jusqu'au monétarisme. Joseph Schumpeter, c'est un économiste, il est ni marxiste ni keynésien. Bien que libéral, il est considéré comme un économiste hétérodoxe. Il est connu pour les économistes comme par ses théories sur les fluctuations économiques, sur l'innovation et la destruction créatrice. M. Issa Drabrab, il est connu aussi comme un homme d'affaires. Un homme d'affaires très bien impliqué dans le développement de l'économie nationale. Il est très bien impliqué dans le management international, à travers le développement durable. Dans le développement économique, à travers la création de milliers d'emplois en Algérie. Dans le développement économique, par sa participation à la promotion des investissements en Algérie, dans différents secteurs, grande distribution, l'agroalimentaire, pétrochimie, sidérurgie. Dans le développement durable, comme vous le savez, le développement durable, c'est un concept global, parce qu'il faut penser global et agir local. C'est un concept complexe, parce qu'il nécessite une éthique et une équité. Et c'est un compromis entre la génération présente et la génération future, entre le nord et le sud, nord pollueur, industrialisé. On a vu le cas le plus frappant, les pays les plus pollueurs industrialisés, c'est les États-Unis, avec des briques, Brésil, Russie, Inde, Chine, les pays émergents. À eux seuls, les États-Unis et les briques, ils ont 30% de la pollution mondiale. Management international, développement durable, parce que c'est vital. Elle est associée à un consortium européen, allemand, suisse, espagnol, appelé sous le vocable Desertec. Comme vous le savez, j'ai dit management international parce qu'il y a à côté les Marocains qui sont en train de construire, je ne sais pas si M. Rabbiessi le sait, les Marocains sont en train de construire un pôle solaire à 30 km de notre frontière et à 86 km d'Oujda, plus précisément
à Aïn Bni Mathir, un pôle solaire qui va peut-être être une centrale thermique parce qu'il y a le gazomètre qui passe. Ils vont profiter du passage de gazomètre au Maghreb. Il va y avoir une centrale hybride. Monsieur Issa Drabab, connu par sa simplicité et sa modestie. Depuis hier, 5 heures, il était avec moi. On a fait passer le Seraïdi, on a mangé ensemble, donc j'ai pu connaître cette personnalité. Connu par sa simplicité et sa modestie, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à 2 reprises, dans le même atelier présidé par le professeur Abdelatif Benachnou lors des assises sur la stratégie industrielle, chère à notre cher ami collègue ministre Hamid Tamar, qui a initié et conçu par le ministre Hamid Tamar. Elle n'a pas été réalisée parce qu'elle n'a pas été validée par le gouvernement. La seconde fois, selon les assises nationales sur la société civile organisée par le ministre. Donc il est connu par sa discrétion. M. Issa Drabab a accepté de venir ici chez nous, à Annaba, dans cette petite école de 450 élèves, de différentes régions, de la Voie jusqu'à Borges, Bougie, Guelma, Annaba, Sokhara, Starf. Donc il a accepté de venir ici à Annaba pour présenter la réussite d'un groupe. La réussite d'un groupe, et comme vous le savez mieux que moi, les entreprises publiques et privées en Algérie baignent dans un environnement contradictoire. Je m'explique. Les entreprises, qu'elles soient publiques et privées, sont coincées entre le plus d'État, les impératifs du marché, ballottées entre l'intérêt général et la recherche du profit. Il va nous présenter la réussite d'un groupe privé au moment où le développement du secteur public dans plusieurs pays depuis 3 décennies a dépassé la capacité de gestion et entraîné de graves inefficacités. En faisant un benchmarking, une analyse comparative entre 1 ou 2 groupes de grands pays, Maghreb, pays de l'Est, sur les raisons qui président à la défaillance du secteur public, les économistes de ces pays, experts, sous bien sûr la direction de Vladimir Andreev, Driss Graoui, Xavier Richer, ils ont donné les conclusions suivantes. Les échecs et difficultés des entreprises publiques ne sont pas le fait qu'elles appartiennent à l'État. Ce n'est pas un problème de la nature de la propriété et des moyens de production, mais plutôt parce qu'elles échappent à la discipline du marché. On pourrait donc réaliser de véritables gains d'efficacité en exposant les monopoles publics à la concurrence qui seule pourrait les inciter à rechercher des profits. Bien sûr, il ne faut pas donner un tableau idyllique aux pays industrialisés et sacraliser le marché, parce que se vouer uniquement aux forces du marché n'est qu'une hypothèse d'école, d'autant plus que les théories économiques acceptent toutes plus ou moins un rôle explicite à l'État. Et si cela est vrai, l'État est appelé non pas à faire le figurant sur la scène économique, mais plutôt à redéfinir qualitativement son rôle, c'est-à-dire un rôle d'État stratège, à travers l'efficacité des autorités de régulation et pourquoi pas un partenariat public-privé. Et en essayant, si c'est possible, de transformer notre économie d'une économie passive, administrée, rentière, d'importation. Nous sommes arrivés jusqu'à aujourd'hui, la facture alimentaire est 8 milliards de dollars, 10 semestres, 10 mois. Le produit alimentaire, c'est 20% de toutes les importations. Sans oublier, bien sûr, 2,5 milliards de produits pharmaceutiques. Donc, essayons de transformer notre économie d'une économie passive à une économie active, productive, compétitive, mot très cher à notre cher invité, compétitivité. Merci pour votre amenation. Je donne la parole à M. Drabab. Honorable assistant, Monsieur le ministre, cher professeur, je suis vraiment très honoré d'être aujourd'hui devant vous. Je le dois au professeur Benseman, à qui j'adresse mes grands remerciements. C'est un grand privilège pour moi d'être dans cet établissement qui diffuse le savoir. Et
pas n'importe quel savoir, le management. Je suis très honoré aussi de me retrouver dans cette belle ville de l'Est algérien qui est Annaba, qu'on appelait jadis le Petit Anne. Je dirais même, elle est beaucoup plus belle même que Paris. Aujourd'hui, je vais vous présenter les possibilités de notre pays. Et surtout, pour vous dire qu'on peut tout réussir en Algérie. Nous avons un pays extraordinaire. Avant ça, je vais me présenter d'abord et, en quelques mots, vous donner un peu mon parcours. Je m'appelle Issa Laplane. J'ai commencé ma vie professionnelle par l'enseignement. J'avais enseigné la comptabilité, les mathématiques financières et le droit commercial. Et puis, comme l'enseignement n'est pas beaucoup, j'avais aimé l'enseignement. Et à l'époque, j'avais une grande famille à charge. J'étais obligé de quitter l'enseignement. Et je suis passé pendant 2 ans dans une entreprise publique qui était les tanneries algériennes. Là aussi, je suis resté 2 ans. Et après, j'avais fondé mon cabinet d'expertise comptable, ce qui m'a ramené vers l'activité industrielle. Je vais peut-être insister surtout pour le démarrage de l'activité industrielle. C'est simplement pour donner une idée à nos jeunes que n'importe qui peut réussir en Algérie. Je ne suis ni un surhomme, ni plus intelligent que les autres. Tout le monde peut réussir exactement quand on prend les choses du bon côté. Dans mon cabinet d'expertise comptable, j'avais eu quelques clients. Et un de ces clients, qui était une petite entreprise de construction métallique, qui s'appelait Socomer, c'était une SARL de 5 associés avec 5 apprentis. Donc c'est juste pour vous dire que c'était une toute petite société de construction métallique. Je les ai conseillés et à la fin, ils m'ont proposé de prendre une participation de 20% dans leur petite société pour l'équivalent de 27 000 dinars. On a essayé de développer cette société. Au départ, c'était une petite entreprise qui réalisait des portes métalliques, des garde-corps d'une manière artisanale. Et puis j'avais conseillé à mes associés en leur disant pourquoi vous ne fabriquerez pas des produits standards, mais d'une manière industrielle, de telle sorte que vous allez pérenniser votre activité. Ils m'ont dit qu'est-ce qu'on va faire. J'avais eu entre autres d'autres clients dans les forages hydrauliques et dans la transformation aussi mécanique. J'avais demandé du travail pour cette petite société à une
à un de mes clients qui faisait des forages métalliques. Des forages, hydrauliques. Il m'avait dit, oui, vous pouvez fabriquer éventuellement des tubes pour les forages d'eau. Il y avait à l'époque que 2 fabricants de tubes à persienne pour les forages hydrauliques. Il y avait une entreprise publique qui était une toute petite entreprise qui avait hérité d'un savoir-faire d'un pied noir. C'était un comité de gestion à l'époque. Et il y avait leur directeur qui les avait quittés et qui a copié la machine pour fabriquer des tubes à percer. La première entreprise arrivait à produire 30 mètres par jour et la deuxième arrivait à produire 20 mètres par jour. Et nous, on a essayé d'imaginer aussi à fabriquer la même chose et on arrivait à fabriquer 15 mètres par jour. Évidemment, avec 2 soudures longitudinales. Donc on perdait beaucoup plus de temps que nos confrères de l'époque. Et puis le même client m'avait dit, mais monsieur Leblanc, pourquoi vous n'essayerez pas de fabriquer les tubes à nervures repoussées, qui ont une double ouverture, et puis c'était un produit totalement importé. Bon, j'avais pris 2 de mes associés, on a été sur place, on a vu comment ces tubes ont été faits, on a essayé de faire des petits plans pour fabriquer les moules pour produire des tubes à nervures repoussées. Évidemment, comme on était une toute petite entreprise, on avait très peu de moyens, on n'avait pas les moyens de faire appel à un bureau d'études, on avait bricolé ça nous-mêmes. On a passé commande à un tourneur, ajusteur-tourneur, pour nous faire le moule, selon nos plans, pour 25 000 dinars. On a fait les premiers essais, ça n'a pas marché. C'était un échec. Et il fallait évidemment tout jeter et refaire un autre moule. On a encore payé 25 000 dinars de nouveau. C'était encore un deuxième échec. Et mes associés m'ont dit, on arrête. Parce qu'on a englouti exactement à l'époque 30% du capital de l'entreprise. Et écoutez, on va faire un 3e essai. On a recommandé encore un autre moule. On a fait des essais, encore c'était un échec. Et là, mes associés m'ont dit, écoute, ça m'a beaucoup travaillé. Et puis, un jour, je rendais visite à mes parents, à 18 jours, 100 km d'Alger. Tout le long du trajet, ça m'avait beaucoup travaillé. Pourquoi on avait échoué? Juste avant d'arriver chez moi, ça fait tilt dans ma tête. J'ai dit, tiens, ça doit être le jeu entre les couteaux de découpe qui n'était pas bien réglé. J'ai déjeuné avec mon père, je suis revenu sur Alger, c'était un dimanche à l'époque, c'était le dimanche de week-end. Et j'ai été directement à l'atelier. On avait un gardien marocain, d'origine marocaine à l'époque. On a pris notre atelier et j'ai dit, tiens, on va faire des essais.
Je lui dis, est-ce que vous avez des lames usagées, des lames rasoir usagées? Il m'avait ramené un paquet, je les ai découpées et on a essayé de rajuster les couteaux. Et à ma grande surprise, ça marche. Bon, on a crépiné la tôle, une tôle plate. Ça a marché. Et je suis rentré chez moi, je l'ai déposé. J'ai dit, on verra après pour rouler la tôle et ne pas écraser les nervures. Je suis rentré chez moi. Le lendemain matin, mes associés arrivaient, trouvaient la tôle crépinée. Le gardien leur a expliqué, parce que moi je ne travaillais pas à l'atelier, j'étais dans mon cabinet. On est passé d'une production de 15 mètres par jour à une production de 100 mètres par jour, avec un produit de qualité. Les tubes en étaient repoussés avec 2 fontes, donc il filtrait, il laissait 2 fois plus d'eau dans les forages que les premiers. Et là, nous avons pris tout le marché, non seulement le marché local, mais aussi le marché d'importation. Ça, c'est pour le jeune, simplement pour leur dire, pourquoi je vous ai raconté cette histoire. C'est simplement pour vous dire que c'est de l'échec que vient la réussite. N'ayez pas peur d'échouer, mais il faut être tenace. Voilà. Et pour vous dire qu'on ne réussit pas toujours du premier coup et à tous les coups. Mais surtout, ne jamais abandonner. Il faut être persévérant et tenace. Donc, là, je vais vous raconter un peu l'historique du groupe Cévital. Nous avons commencé donc par cette petite société qui, très rapidement, en réinvestissant tous nos résultats, on est arrivé en 1974 à 65 employés. Et là, en 1974, 65 employés, mes 2 associés, parce que les autres nous ont quittés, m'ont dit, écoutez, M. Aubrac, nous n'allons plus continuer à réinvestir parce qu'on a peur d'être nationalisé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était le socialisme pur et dur en Algérie. Je dis, mais on n'a pas vu grand-chose dans notre poche, même si on est nationalisé, tant pis. Ils m'ont dit, oui, vous avez votre cabinet, nous on a que ça. Bon, j'ai dit, je respecte vos souhaits, mais à ce moment-là, moi je vais créer une autre société et je voudrais investir dans d'autres activités. Et c'est là que j'avais créé en 1975 la société Profilor. Et Profilor, je l'avais créé au début avec 4 employés. Très rapidement, Profilor, en 4 ans, en réinvestissant nos résultats et en créant de nouveaux produits à chaque fois, on est passé à 200 employés. Et puis, Profilor a
racheté un de ses concurrents qui est Sotecor. Elle a racheté aussi une autre grande société à Oran, la SAC d'Oran, dans la grosse chaudronnerie et dans la fonderie fond. Elle a créé Nalux, elle a créé Normetal, elle a créé Metalor et elle a créé aussi, c'est grâce aux différents résultats de Profilor que nous avons créé en 1988 la société Metalsider. Metalsider, c'était une société dans la sidérurgie. Et aujourd'hui, je suis très honoré de rencontrer mon ami, monsieur le ministre, un grand ministre de la sidérurgie aussi. Vous m'excusez, j'ai oublié votre nom. Monsieur Boudra. Monsieur Boudra, qui est aussi un grand patron de Sider. Metalsider, très rapidement, aussi en réinvestissant toujours nos résultats, elle a racheté les activités d'IBM. On a créé la société JBM. On a créé la société aussi, la SAEC, du journal Liberté. On a racheté l'activité de Roxerox en créant CBS et on s'est lancé aussi dans l'activité de tout ce qui est intrant pour l'aliment de bétail et on a créé aussi Agrogro. Évidemment, en 1995, malheureusement, Metalsider a connu un sabotage terroriste, donc on était obligé d'arrêter 3 de nos principales activités, Metalsider et Metalor et Sotecor. Et c'est ainsi que, en 1995, avec l'ouverture du commerce extérieur pour les produits alimentaires, on a créé Agrograin et pour le trait du sucre et pour le trait des grains, pour l'aliment bétail. Et en 1997, j'ai créé la société Hyundai Motors Algérie. Et comme vous pouvez le constater, Celital n'a été créé qu'en 1998. Je ne sais pas si vous l'avez très bien remarqué, chaque année, on créait une société, une nouvelle activité ou de nouveaux projets. Le groupe Celital, après 2000, donc, a racheté une petite source d'eau minérale et on a créé complètement une très grande usine d'eau minérale qui est l'Ardigel. On a créé aussi Cévico dans 2 usines de bâtiments préfabriqués. On a racheté Cogec en 2006. On a créé Numidis en 2006 dans la grande distribution. Et en 2007, nous avons aussi ouvert une usine de verre plat et on a acheté Batigombo et on a aussi créé Samha. Samha, c'est l'unité de fabrication d'électroménager et d'électronique qui est située à Sétif avec notre partenaire Samsung. Et après, pour pouvoir exporter notre verre, on a créé MSG Europe. On a créé OGTP dans le matériel public avec en représentant la société Bobo. Nous avons créé dans le domaine agricole Celiago. Et nous avons créé Nolis pour le transport maritime. Nous avons 3 bateaux actuels.
Et en 2009, nous avons créé une nouvelle raffinerie sud avec l'extension de la deuxième, 2 centrales électriques en cogénération, et nous avons construit l'usine de Sabra au niveau de cette île. Alors, le groupe Cévital aujourd'hui, c'est un groupe diversifié dans plus de 10 métiers différents, des structures managériales et financières fortes, une croissance annuelle à 2 chiffres depuis sa création, c'est-à-dire depuis 1999 à aujourd'hui. On avait démarré en 1999 avec un chiffre d'affaires équivalent de 39 millions de dollars. L'année dernière, on est passé à 2,5 milliards de dollars. Et cette année, en 2011, on va passer un peu plus de 3 milliards de dollars. Et vous allez voir un peu la courbe de la croissance du groupe. Et c'était la même chose aussi pour les emplois. On est passé de 780 collaborateurs en 1999 à 12 000 collaborateurs aujourd'hui. Voilà un peu les effectifs, la croissance des effectifs du groupe. 780 collaborateurs en 1999 et 12 000 en 2010. Vous voyez le chiffre d'affaires, la même chose. On est passé, là on nous a donné la présentation, c'est en 2000. Donc en 2000, le chiffre d'affaires du groupe, c'est en millions d'euros. C'était 15 milliards de dinars. Et en 2010, comme vous pouvez le constater, on est passé à 180 milliards de dinars, c'est-à-dire 1,8 milliard d'euros. Et notre objectif, c'est de dépasser en 2015 5 milliards d'euros. Alors, vous pouvez aussi constater que la même courbe est valable pour la contribution au budget de l'État. Quand vous avez une croissance en chiffre d'affaires, en résultat, vous avez une croissance en emploi et vous avez la même croissance au budget de l'État. En 1999, notre contribution au budget de l'État était de 2,5 milliards de dinars, et en 2010, on était à 45 milliards de dinars. Voilà un peu la répartition de la création de valeur de Cévital entre 1999 et 2010. Comme vous pouvez le constater, c'est 227 milliards de dinars, soit 61,8%, qui sont versés au budget de l'État. 136 milliards ont été réinvestis. Et seulement 1,1%, c'est-à-dire 4 milliards de dinars, sont distribués aux actionnaires. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous constatez? Qu'en réalité, la majeure partie des richesses créées par les entreprises privées reviennent à l'État.
C'est pour ça, aujourd'hui, c'est pour ça que le réformateur chinois Dao Zedong, en s'adressant à la population chinoise, sachant qu'évidemment, dans les mentalités à l'époque de Mao, que les créateurs des richesses privées étaient marginalisés et à peine tolérés. Lui, il avait compris que la richesse, pour un pays, elle doit venir de tout le monde, et du secteur public et du secteur privé. Et c'est ainsi qu'il leur a dit, chers concitoyens, enrichissez-vous dans la légalité. Si tous les Chinois sont riches, c'est toute la Chine qui est riche. Il a voulu dédiaboliser les privés, qui étaient à l'époque diabolisés. Et c'est lui qui a laissé cette citation: peu importe la couleur d'un chat pourvu qu'il attrape la souris. Et dans certaines mentalités, malheureusement encore aujourd'hui, on fait la distinction entre secteur privé et secteur public. Hélas. Nous aurions aimé que nos dirigeants fassent les mêmes déclarations que Dao Zedong. Et tout ça dans l'intérêt national. Parce qu'il ne peut pas y avoir de développement économique sans l'encouragement des entreprises. C'est les entreprises qui créent la richesse. L'État doit être un régulateur. C'est de prendre là où il y a la richesse et la distribuer à l'ensemble de sa population. C'est ça le rôle de l'État. Et le professeur Ben Osman tout à l'heure, je l'ai bien écouté, il avait dit il faut laisser le marché. Pourquoi il faut laisser le marché? Mais l'État doit simplement être là comme régulateur pour ne pas laisser aussi le marché déborder. Parce que le marché est le seul qui peut réguler, développer la richesse dans un pays. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes dans des organisations complexes. Et dans les organisations complexes, il n'y a que le marché qui peut permettre le développement d'une économie. Si c'est les individus qui essayent de gérer, de planifier, ils n'arrivent pas. Et d'ailleurs, l'expérience a été faite dans tous les pays du monde, y compris des pays développés comme la Russie, et même des pays comme la France. À la fin, ils ont constaté que le seul et unique moyen de plutôt de développer un pays, c'est de libérer les initiatives et d'encourager les entreprises. Alors voilà un peu l'organigramme aujourd'hui de CELITAN. Nous avons le pôle agro-industrie, le pôle service-manufacture, le pôle construction, le pôle distribution et le pôle industrie primaire. Globalement, le groupe aujourd'hui
regroupe un peu plus d'une vingtaine de sociétés dans différentes activités. Je vais essayer évidemment d'être dans les temps. Donc j'ai oublié de vous dire comment que j'ai pensé utiliser le temps. 50%, c'est-à-dire 1h30 pour ma présentation et 1h30 pour les questions-réponses. Je ne sais pas si ça vous convient. Sinon, je peux aussi y aller beaucoup plus rapidement au niveau de la présentation pour laisser plus d'espace pour les questions. Oui. Si vous permettez, on prend 1 heure. La conférence, 1 heure débat. Merci. Donc alors là, je suis obligé d'y aller très vite dans ma présentation. Voilà le Cevital Food. Donc nous avons une raffinerie d'huile qui couvre les 140% des besoins du marché national. C'est la plus grande raffinerie d'huile d'Europe et d'Afrique. La raffinerie de sucre, les 2 raffineries de sucre jumelées font 1 800 000 tonnes par an. Nous couvrons le complément des besoins du marché national et nous dégageons près de 50% par an à l'export. Et on doit porter cette capacité l'année prochaine à 2 500 000 tonnes. Ce qui fait aujourd'hui de la raffinerie de Cevital, la raffinerie de sucre, la plus importante du monde en capacité. Les graisses végétales et les margarines, les eaux minérales, les jus, les silos portuaires et un projet de trituration de graines oléagineuses de 3 millions de tonnes. Nous sommes aussi dans les maraîchers et la pépinière d'agrumes et le développement de la production de semences de pommes de terre et de la distribution des fertilisants. Voilà, nous avons aussi un projet, ça c'est un projet avec des agriculteurs, le développement des graines oléagineuses et la production animale et laitière. Ça c'est la grande distribution. Bon, nous avons ouvert d'abord une supérette, après un supermarché et aujourd'hui 2 hypermarchés et nous sommes sur la lancée d'avoir des supermarchés et des centres commerciaux à travers le territoire national. Ça, c'est l'usine de Samha au niveau de Sétif qui emploie 1700 collaborateurs, qui fabrique les cartes électroniques et les téléviseurs LCD de marque Samsung, et aussi qui fabrique tout ce qui est réfrigérateur, climatiseur, machine à laver. Et nous comptons, à compter de l'année prochaine, aussi exporter ces produits sur l'Europe. Le complexe industriel de Lavab Mimoussa, c'est dans le vert plat. Là, nous avons une capacité avec une seule ligne. Nous couvrons les 100% des besoins du marché national avec les 30% de capacité et 70% sont exportés actuellement, dont 60% sur l'Europe et 10% sur la Tunisie. Aujourd'hui, nous couvrons pratiquement la quasi-totalité du marché tunisien en verre plat. Et nous pensons qu'en 2015, nous allons placer notre pays avec 1 million de tonnes de verre plat parmi les 10 premiers producteurs mondiaux de verre plat. Voilà, là c'est une vue de l'usine de verre plat. Nous sommes bien sûr aux normes européennes, nous sommes certifiés ISO. Là, c'est l'unité de bâtiments préfabriqués, dont nous avons une à Lavab Mimoussa et une autre à Oran. Pour les énergies renouvelables
nous avons 2 centrales électriques en cogénération à Béjaïa et une autre à Larva du Moussa. Nous avons effectivement des ambitions dans les énergies renouvelables solaires, parce que là, je voudrais aussi vous dire que de la surface du Sahara algérien peut couvrir les 100% en énergie électrique de l'Europe, de toute l'Europe. Donc vous voyez un peu les potentialités qui se présentent à notre pays. Et c'est ainsi que Cévital, effectivement, était le seul au départ à faire partie de Desertec en tant que fondateur de projet Desertec. Mais malheureusement, les textes chez nous ne suivent pas. Aujourd'hui, nous avons, en principe, la loi existe pour que nous vendions à des prix bonifiés de l'énergie électrique à l'État, à le mettre sur le réseau. Malheureusement, nous avons 2 centrales électriques, dont une pour le complexe de Béjaïa et une devrait couvrir les besoins de la ville de Béjaïa entièrement. On voulait mettre cette énergie électrique sur le réseau et malheureusement, Sonelgaz nous a dit, écoutez, les textes d'application ne sont pas appliqués, ne sont pas encore en vigueur. Et c'est ce qui m'a fait dire que notre projet au niveau de Desertec, nous le remettrons à plus tard, nous avons un très grand projet de 600 MW de panneaux solaires à couche mince, d'autant plus que nous produisons du verre plat, ça a un bon sens, mais malheureusement, nous allons le remettre à plus tard. Ça, c'est les atouts de l'Algérie au niveau des énergies renouvelables. Alors, les projets actuellement du groupe Cévital à l'horizon 2012-2015, parce que nous comptons continuer encore sur notre lancée de croissance. Nous avons une unité de trituration de graines oléagineuses de 3 millions de tonnes. Nous attendons, ça fait maintenant plusieurs années depuis nous attendons les autorisations. Le complexe d'aluminium de 1 500 000 tonnes avec Rio Tinto, qui est le numéro 1 mondial. Nous attendons aussi l'autorisation. Complexe pétrochimique pour la production de propylène, polypropylène, que je vais vous donner quelques détails tout à l'heure. Un complexe sidérurgique intégré de 5 millions de tonnes que nous comptons plus tard porter à plus de 10 millions de tonnes. Le projet de Cap-Ginette, je vais vous présenter dans un instant. Production de semences de pommes de terre. Nous avons aussi 3 projets de cimenterie, mais là, on nous dit non, il faut absolument que vous soyez associés avec l'État. Et puis, la grande distribution. Aujourd'hui, le seul projet dont nous venons de recevoir l'accord, c'est le projet de pétrochimie que nous allons réaliser à Alger. Alors, je vais vous donner un peu une description du projet de polypropylène. C'est pour vous donner les potentialités dormantes que nous avons aujourd'hui en Algérie. Alors, le projet de polypropylène et de propylène-polypropylène va utiliser du propane qui est produit en très grande quantité en Algérie. On va transformer le propane en propylène, le propylène en polypropylène. Et vous allez voir tout ce qu'on pourrait faire avec le polypropylène, sans compter le propylène. Vous voyez, avec
le même produit, on peut faire des produits, des films bio-orientés, extrudés non orientés, des films tubulaires refroidis à l'eau. On peut faire des textiles et des fibres textiles, monofilament et raffia, fibres courtes et continues, des fibres textiles non tissées. Nous pourrions faire aussi des produits durables pour le moulage par injection, pour l'extrusion, et nous pourrions faire aussi des emballages rigides par moulage par injection ou des parois minces et des thermoformages. Voilà par exemple un des produits ou bien le multiple de produits qu'on peut produire à partir du polypropylène. Revêtement pour réservoir de produits chimiques, valise en textile sur roue, renforcement au coin des bagages souples, ruban de cerclage, tube de diamètre faible, produits thermoformés, papeterie, assiette, gobelet, jetable, emballage pour nourriture. Voilà d'autres produits qu'on peut produire aussi, des BOPP, des rubans industriels, couvertures de livres, brochures, catalogues, sacs de shopping, boîtes pour cosmétiques, emballage pour nourriture, suremballage de cigarettes. On peut produire aussi des fleurs, des suremballages en textile, des câbles, des albums photos, des films séparateurs. Pour les enveloppes aussi, pour les enveloppes à fenêtres, pour l'emballage pour les savons. Voilà aussi ce qu'on pourrait faire avec le polypropylène. Des sacs tissés et réception flexible pour le conditionnement, des sacs pour le ciment. Vous savez qu'il faudrait au moins plus de 150 usines pour la fabrication des sacs et le ciment en polypropylène. Il en faudrait aussi plusieurs usines pour uniquement mettre les produits qui sortent de nos usines, que ce soit pour le sucre, que ce soit pour les farines, les semoule. La majeure partie de ces sacs sont actuellement importés. Sédital, avec son usine de Béjaïa, nous faisons travailler toutes les usines actuellement qui arrivent à produire des sacs en polypropylène. On fait travailler à pleine capacité aujourd'hui plus de 5 usines, avec notre première uniquement raffinerie de sucre. La deuxième raffinerie de sucre, on est obligé d'importer des sacs en polypropylène. Et vous avez des big bags. Les big bags ne sont pas fabriqués aujourd'hui en Algérie, ils sont tous importés. Alimentaire. L'année dernière, nous avons exporté notre sucre blanc dans plus de 28 pays différents. On a exporté en Suisse, on a exporté en Italie, en Espagne, au Canada. Ça, c'est pour des pays développés. Je ne compte pas les pays voisins comme la Tunisie, la Libye, la Syrie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, ou bien des pays éloignés comme l'Inde, le Sri Lanka, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, la Russie.
quand vous faites un produit de qualité avec évidemment un prix compétitif sur le plan international, vous n'avez absolument aucun problème de placer votre produit. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucun problème à damer le pion, même aux pays industrialisés, pour la simple raison. Eux, ils avaient réalisé leurs usines à une certaine époque. Et à cette époque, c'était la taille mondiale. Mais aujourd'hui, la taille mondiale a évolué. Je vous donne un exemple. La plus grande raffinerie du sud européenne, elle fait 500 000 tonnes par an. Et la nôtre, elle fait 1 200 000 tonnes. Et en plus, avec la dernière technologie, et la technologie, je vous dirais, aujourd'hui, elle s'achète comme de la marchandise. Il n'y a absolument aucun problème. Quand on vous dit, nous sommes en retard, on n'a pas de technologie, c'est faux. La technologie s'achète sur le marché mondial comme de la marchandise. Et d'ailleurs, je vais vous aussi vous donner l'exemple de la technologie au niveau du polypropylène. Il y a deux fabriques, il y a deux licenciés qui ont la licence pour transformer le propane en propylène dans le monde. Et même les Japonais ou les Français ou d'autres sociétés américaines achètent chez eux. Et donc il faut y aller simplement acheter les licences là où elles se trouvent. On n'a absolument aucun problème. Quand certains vous disent, oui, on a des problèmes de technologie, etc. Aujourd'hui, ce problème est réglé. Il faut simplement voir comment les autres pays font. Et c'est la même chose pour le verre. Aujourd'hui, je vous dirais que avec la transformation aussi du verre, parce que nous ne fabriquons plus que le verre en le verre clair, nous essayons de le valoriser, à le transformer. C'est ce qui crée le plus de valeur et puis plus d'emplois aussi. La même chose. Aujourd'hui, on n'arrive pas à satisfaire nos clients européens en verre plein. C'est pour ça que nous allons lancer la deuxième ligne, la troisième, la quatrième et la cinquième. Alors, je reviens toujours au polypropylène, on n'a pas fini encore. Voilà, avec la même chose, le polypropylène, on peut fabriquer aussi des bâches, des filets, des tissus géotextiles. On peut fabriquer tout ce qui est pour l'emballage, pour l'agroalimentaire, ou bien on peut produire aussi tout ce qui est textile, pour des vêtements textiles. Voilà, on peut, avec les mêmes produits, on peut produire des produits textiles, les tapis, les moquettes, c'est du polypropylène. Les cordes, c'est du polypropylène. Les couches bébés, c'est aussi du polypropylène. Les tenues jetables des chirurgiens, les serpillières ou les draps jetables des hôpitaux, c'est du polypropylène. Tout ce qui est emballage par soufflage pour les cosmétiques, c'est du polypropylène. Tout ce qu'il y a dans la voiture, en dehors de l'acier, c'est du polypropylène. Il y a 65 kilos de polypropylène dans une voiture.
valeur, c'est beaucoup plus que le coût de l'acier de la voiture en dehors du moteur. Donc c'est pour vous dire les utilisations du polypropylène. Tout ce qui est valise, tout ce qui est aussi meubles en plastique, les casques, c'est du polypropylène. Les manches de vélo, c'est du polypropylène. Tout ce qui est plomberie aujourd'hui, c'est en polypropylène. Le transport, même les conduites d'eau, c'est du polypropylène. Et aujourd'hui, on fait même du papier pour les billets de banque en polypropylène. Donc, vous voyez un peu, et chacun des produits, dans chaque produit, on peut créer plusieurs usines. En plus des études que nous avons faites. Le propane, aujourd'hui, est vendu sur le marché mondial. Évidemment, il fluctue entre $300 et le maximum qu'il a atteint, c'est $975. Le propylène, c'est-à-dire le demi-produit, est vendu à $1 400 la tonne. Le polypropylène est vendu à $1 800 la tonne. Les tissus non tissés en polypropylène sont vendus à $3 000 la tonne. Si vous prenez les draps, ou bien les tenues pour les chirurgiens, en les valorisant en poids, sont vendus à plus de $15 000 la tonne. Donc vous voyez, plus vous allez dans la transformation, plus vous augmentez la valeur ajoutée du produit. Et aujourd'hui, ce n'est pas en extrayant nos matières premières, le pétrole et le gaz, et l'exporter tel qu'il est, c'est vrai, on remplit les caisses de l'État. Mais ce n'est pas comme ça que nous pourrions répartir la richesse à travers toute la population. Cette richesse à répartir à travers la population, elle se fait à travers le travail et à travers la transformation des produits. Nous avons calculé que uniquement avec ce projet, on peut créer 3000 PME si chacune emploie 100 personnes, ça vous fait 300 000 emplois uniquement dans une filière. Donc vous voyez les possibilités qui existent actuellement et des possibilités d'augment qui existent dans notre pays. Là, je vais vous parler un peu de CAP 2015, un projet qui me tient beaucoup à cœur. Là, je suis parti de l'idée, parce que j'ai visité à travers le monde plusieurs pôles de compétitivité et industrielle. J'ai vu ce qui se passait, par exemple, en Corée. En Corée, que ce soit Hyundai, que ce soit Samsung, que ce soit Daewoo, ont créé d'abord leur port industriel. L'État leur a donné une autorisation, ils ont créé leur port. Et ils ont fait des pôles d'excellence et de compétitivité. Pourquoi il est nécessaire aujourd'hui d'avoir des ports et de taille mondiale? Tout simplement, un port, c'est le poumon économique d'un pays. Tout passe par le port. Un pays respire
par ses ports. Et depuis l'indépendance, l'Algérie n'a réalisé que 2 ports. Et ces 2 ports sont petits. Un à Djenjen, c'est un tout petit port de 90 hectares, moins de 90 hectares, avec un seul quai, avec un terrongo de 18 mètres de profondeur. Ils ont réalisé celui d'Abzeu, destiné aux îles Caraïbes. Mais sinon, de la frontière marocaine jusqu'à la frontière tunisienne, tous nos ports, sans exception, sont actuellement non seulement saturés, mais bouffés par le tissu urbain. D'autre part, dans les années 60, les grands bateaux ont une capacité de 50 000 tonnes. Aujourd'hui, les grands bateaux font 500 000 tonnes. Vous savez combien coûte à l'Algérie le fait qu'elle n'ait pas un port de taille mondiale? Ça lui coûte exactement plus de 2,6 milliards de dollars par an de surfret. Chaque année, 2,6 milliards de dollars qui sont jetés à cause de l'infrastructure portuaire. Et on peut construire un port de taille mondiale à moins de 2,6 milliards de dollars. Donc vous voyez un peu le gâchis aujourd'hui. Vous savez qu'un conteneur qui va d'Anvers ou de Amsterdam sur plus de 9000 km, c'est-à-dire Singapour, Shanghai ou Hong Kong, paye entre 500 et 700 dollars par conteneur de 20 pieds. Le même conteneur qui vient en Algérie, il paye 3000 dollars. 500 dollars, 3000 dollars, 6 fois plus. Et ça, c'est l'économie algérienne qui le paye. Alors, donc, c'est d'où l'idée qu'on avait eue de développer un port de taille mondiale au niveau du centre en remplacement du port d'Alger. Mais je vous dirais que l'Algérie a besoin minimum de 3 ports de taille mondiale. Elle a besoin d'un port à l'ouest, d'un port au centre et d'un port à l'est. Et les emplacements existent pourvu qu'il y ait une volonté politique pour les réaliser. Donc, réalisation du plus important hub portuaire de la Méditerranée, parmi les 10 premiers ports au monde. Le site existe. Il y a 6 bureaux d'études internationaux qui ont fait les études depuis 1970. Il y avait une étude de 1970, une autre de 1973, une autre de 1976, une autre de 1980, 1983, et nous-mêmes, nous avons fait une autre en 2009. Entre Ténès et Délice, sur près de 400 km de la côte du Centre, toutes les études convergent au Cap Chinois. Donc, on avait l'intention de gagner 1500 hectares sur la mer et prendre sur la terre 3500 hectares. D'autant plus qu'il y a les infrastructures nécessaires, il y a des instituts
de Boumerdès ici. Et puis, comme vous pouvez le constater, le premier gazoduc algérien a été réalisé entre Hasselman et Cap-Ginet. Donc, vous avez en même temps, et comme vous pouvez le constater, c'est une ligne droite. C'est la ligne la plus courte. Bon, donc, ce serait un port en eau profonde avec plus de 20 km de quai. Le port de Junjun, je crois qu'il a 2 km ou 3 km de quai. Donc, c'est pour vous dire que c'est un petit port. On voulait mettre des complexes pétrochimiques, complexes d'aluminium avec Rio Tinto, complexe sidérurgique intégré de 10 millions de tonnes, construction navale, tout type de bateau, construction automobile, fabrication de conteneurs, production d'électricité, bien sûr, qui sont nécessaires, et plus d'1 millier de PME PMI qui doivent transformer les produits sur place. Et nous avons trouvé les partenaires, mais malheureusement, on n'a pas les autorisations. Et nous avons calculé que ça pourrait créer plus d'1 million d'emplois directs et indirects et dégager plus de 35 milliards de dollars à l'exportation, à l'horizon. À l'époque, on avait calculé à l'horizon 2025, mais maintenant, avec le retard qui est pris, c'est à l'horizon 2030. Voilà un exemple, par exemple, de partenaire, c'est Rio Tinto qui était prêt à investir dans le complexe d'aluminium près de 7 milliards de dollars. Et on avait eu l'accord de la Banque mondiale, qui était d'accord, la BEI, pour le financement du port. Bon, voilà, nous arrivons bientôt à la fin. Alors, vous allez me dire quels sont les ressorts du succès de Civita. D'abord, la veille stratégique et l'analyse permanente de la réalité des marchés et de leur évolution. Vous savez que les marchés, surtout dans le domaine où nous sommes, les prix bougent tout le temps. Donc, et le plus gros de nos bénéfices, nous les tirons d'abord de très bien acheter. Le deuxième qui nous permet d'être très rentable, c'est de faire des produits de qualité supérieure même aux normes européennes. C'est bien simple. Notre sucre aujourd'hui, il a une qualité supérieure aux normes européennes. La norme européenne est de 45 économisants et notre sucre est de 35 économisants. Et plus vous allez vers le bas des économisants, plus la qualité est supérieure. Et quand vous avez la taille mondiale, vous pouvez comprimer vos charges fixes. Quand vous avez une très bonne logistique, comme nous l'avons fait à Béjaïa, nous avons fait la consolidation des sols pour rendre le sol constructible. Nous avons fait plus de 400 km de colonnes ballastées dans le sol pour faire passer la résistance du sol de 0,8 bar à 3 à 4 bars, qui est nécessaire pour ces édifices. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que ça coûte très cher, ça coûte 10 fois le prix du terrain. Mais si vous ne le faites pas, vous ne pourriez pas décharger à 2000 tonnes à l'heure. Parce que nous avons un terminal de déchargement portuaire
de 2000 tonnes à l'heure. Mais pourquoi décharger 2000 tonnes à l'heure? Ça nous fait gagner, pour chaque tonne importée ou exportée, 40 $ à la tonne. C'est ça qui fait la différence de compétitivité par rapport à nos concurrents. Donc vous voyez, vous avez d'abord les marchés qui sont importants, il faut être attentif à l'évolution des marchés. La recherche et la mise en œuvre des savoir-faire technologiques les plus évolués, parce que si vous avez la dernière technologie, d'abord, vous allez avoir une meilleure compétitivité. Deuxièmement, vous allez avoir les meilleurs produits qui vous permettent d'exporter. Le choix d'équipements et de partenaires, nous achetons nos équipements, on n'achète jamais une usine clé en main. Nous faisons faire des études, on visite les usines et on choisit les leaders mondiaux, chacun dans sa spécialité. Et c'est nous qui sommes regroupeurs. Parce que si vous achetez chez un regroupeur, vous pouvez acheter une partie d'équipement de qualité. Le reste, il va vous l'acheter là où c'est moins cher. Et là, vous n'aurez pas une unité de bout en bout de qualité. Et comme les produits, surtout au niveau des process de raffinage, par exemple, d'ailleurs dans beaucoup d'industries, le produit passe d'un côté, il sort de l'autre. Si vous avez un problème au niveau de la ligne, eh bien, votre produit ne sortira pas ou sortira avec une mauvaise qualité. Donc, il est impératif de choisir des équipements chez les leaders mondiaux, chacun dans sa spécialité. Et puis, le réinvestissement systématique des gains dans des secteurs porteurs et à forte valeur ajoutée. Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de 39 millions de dollars en 1999 à 2,5 milliards de dollars en 2010 et à 3 milliards de dollars, un peu plus de 3 milliards de dollars en 2011. C'est le réinvestissement permanent. On sait tout, comme vous avez dû le constater, depuis les premières unités de production aujourd'hui, nous avons quasiment réinvesti tout ce qui nous restait comme résultat. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui de Cévital à être la deuxième usine, la deuxième société après son nom. Il y a aussi, ça je vous l'ai dit, le choix d'investissement de taille mondiale, taille critique, et le choix des implantations. La transparence de l'information financière permettant l'accès à des modes de financement diversifiés. Quand vous êtes transparent, vous avez des comptes clean, et le groupe Cévital aujourd'hui, peut-être on est le premier ou le seul, j'en sais rien, à faire auditer ses comptes par un cabinet de renom international comme KPMG. Nos comptes sont certifiés chaque année par le cabinet KPMG. Audités et certifiés. Pourquoi? Je ne suis pas obligé de le faire. Mais on le fait de telle sorte, d'abord, nous avons un œil extérieur sur nos comptes, et deuxièmement, c'est le meilleur moyen de conforter les banques, les créanciers.
Et c'est vital, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons absolument aucun problème pour avoir des financements, que ce soit sur le plan national ou international. Nous avons une banque internationale qui nous a offert 400 millions d'euros en risque corporel, c'est-à-dire sur la simple signature. Tout simplement à cause de la certification de nos comptes. Il y a une autre qui nous a offert plus d'1 milliard d'euros de financement en risque corporel. Évidemment, comme nos projets n'arrivent pas à sortir de l'ANDI, au jour d'aujourd'hui, nos fonds propres sont de 150% par rapport à nos investissements. On n'a pratiquement pas d'endettement. Nous avons encore 2 milliards de dinars à rembourser en janvier prochain dans le cadre de notre emprunt obligataire. Et après, on avait pris il y a 5 ans de ça, 6 ans de ça, 5 milliards de dinars en emprunt obligataire. On a remboursé l'année dernière 3 milliards. Il reste 2 milliards à rembourser pour cette année parce que l'échéance n'est pas encore arrivée. Et après, on a 0 endettement vis-à-vis des banques publiques. Donc, vous voyez que aujourd'hui, notre problème, je vous dirais que ne se situe pas au niveau des moyens financiers. Notre problème se situe à 2 niveaux. Nous avons le problème des autorisations dans les institutions. C'est le problème numéro 1. Accès au terrain, accès aux autorisations. Nos projets, nous avons plus de 9 projets actuellement qui sont bloqués depuis 2008 au niveau du CNI. Nous n'avons pas de problème de technologie. Nous n'avons pas de problème technique. Nous avons de jeunes ingénieurs de très très grande qualité. Il suffit aujourd'hui de leur donner une formation complémentaire, de les encourager, de les payer correctement, de les encadrer, de les former, et ils n'ont rien à envier aux meilleurs ingénieurs des pays développés. Donc, pour vous dire que les Algériens sont capables du meilleur. Et malheureusement aussi du pire. Nous avons un problème commun. C'est pour cela que je rends hommage à M. Ben Osman aujourd'hui, et je rends hommage aussi à tous ceux qui ont investi dans des écoles de gestion. Dans notre pays, le problème numéro 1 que moi j'ai rencontré, et je sais, et je suis certain, même mes confrères, c'est de trouver de la ressource humaine de qualité au niveau managérial. Ça, nous avons un grand déficit. Il y a aussi, c'est qu'un ingénieur, il suffit de 6 mois de formation pratique, vous pouvez en faire un excellent ingénieur. Par contre, un bon manager, il faut plus de 5-6 ans, peut-être même 10 ans. Donc, je dirais, je m'adresse surtout aux jeunes étudiants. Vous avez beaucoup de chance de vous retrouver dans cet établissement. Et vous avez, et vous êtes l'avenir de notre pays. Je pense que je l'ai déjà développé, l'attention accordée au choix des femmes et des hommes à leur formation
et à la transmission des compétences. On avait reçu à Cévita un professeur en management de HEC Montréal. Parce que pour nos cadres, on est en train de leur préparer un mini MBA avec un contact avec HEC Montréal. Et j'ai assisté au premier cours. Il a dit au cadre en formation, il a dit: ce que vous avez appris à l'école, c'est 10% de votre compétence. 10%, c'est ce que vous avez appris à l'école. 20%, c'est ce que vous apprenez autour de vous. Et 70%, c'est l'expérience. Vous allez voir, vous allez énormément apprendre par la vie. Et par la vie, et la vie, c'est aussi une grande école. Mais aussi, attention, vous ne pouvez pas apprendre les 20% et les 70% si vous n'avez pas appris les 10%, si vous n'êtes pas parmi les meilleurs dans les 10%. C'est simplement pour vous dire qu'il faut constamment avoir l'esprit curieux et ouvert. Et vous allez apprendre tout le temps. Et la réussite d'une entreprise, c'est d'abord ses ressources humaines. Si on a des ressources humaines de qualité, et après le reste, ce n'est que du matériel. C'est facile à acquérir du matériel. C'est facile à essayer d'avoir des fonds. Mais le plus difficile, c'est les ressources humaines. Et je vous dirai aussi, les ressources humaines, c'est la plus grande richesse d'une nation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous comparez certains pays potentiellement pauvres qui sont devenus très riches et des pays potentiellement riches et la population pauvre. Et ça vient tout simplement du meilleur investissement sur la ressource humaine. Bon, ça j'arrive au dernier slide, il faut avoir des valeurs. Les valeurs pour une société, pour une famille, pour une nation, c'est les fondations d'une nation. Alors, les valeurs de Cévita, c'est l'intégrité. C'est extrêmement important. On a interdit à tous nos collaborateurs de avoir quoi que ce soit avec la corruption. Parce que si vous rentrez dedans, vous êtes mort. Donc, l'intégrité est la chose la plus importante. Et c'est une culture que nous essayons de cultiver aussi au niveau de l'entreprise, au niveau du groupe, en leur disant: si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-le. Mais si on vous attrape d'avoir pris quelque chose indûment, vous serez renvoyé. C'est une sanction suprême. Et quand vous cultivez une culture au sein
de l'entreprise, vous verrez que les gens suivent. Il n'y a absolument aucun problème. La transparence, le courage, l'engagement, c'est ce que nous demandons à nos collaborateurs. La solidarité, s'il y a un problème au niveau du groupe, des employés, etc., nous disons à nos responsables, il faut rester à l'écoute. S'il y a quelqu'un qui a un problème, il faut essayer de l'aider à le régler. Il faut constituer une certaine solidarité au niveau de la famille. La citoyenneté, il faut qu'on travaille pour un idéal. C'est ce qui pousse les gens à y aller vers le meilleur. Et aussi le respect. Je tiens à vous remercier à toutes et à tous. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre aimable attention.